Radio-Canada, audio. Il a travaillé comme rédacteur et traducteur pour le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa. Il a été archiviste pour le Canadien et l'un des architectes des festivités du centenaire en 2009. On le baptise parfois l'historien du CH et il est l'auteur de 2 livres et un 3e à paraître bientôt sur le hockey. Notre invité aujourd'hui, Carl Lavigne. Et je m'appelle Alexandre Coupal. C'est tellement hockey, les entretiens. Bonjour, Carl. Bonjour. Alors, si je comprends bien, tu es diplômé en Canadien de Montréal, c'est ça? C'était ça le... On peut dire ça, oui, effectivement. Le cursus. Donc, tu as fait tes études en histoire du Canadien? Non. Non, mais je te dis avant qu'on commence d'enregistrer, ce sont des emplois. Tu sais, je suis sûr, moi, que tous les petites filles et les petits gars qui tripent sur le hockey rêvent un jour d'un travail comme celui-là, c'est-à-dire suivre les équipes, les rédiger, enfin, parce que c'est un peu comme ça que tu as commencé. Tu étais rentré comme rédacteur avec le Canadien. Oui, ben en fait, c'est une rareté. Il n'y a pas 50 équipes. C'est ça. Alors, en partant, c'est un blason, c'est une fleur qu'on a de travailler pour une organisation, d'autant plus quand elle est célèbre comme les Canadiens. Mais j'en ai fait une autre moins célèbre, quand même. Mais c'est quand même quelque chose. On regarde ça, on est vu comme c'était la plus belle vie au monde. Tous les emplois ont du positif, du négatif. Oui. C'est pareil pour les animateurs de balado. Mais non, mais c'est vrai. Mais il y a une notion... tu disais, il n'y a pas beaucoup d'équipes et il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans ces départements-là non plus, dans chacune de ces équipes-là, ce qui fait que ce sont des emplois rares. Comment c'est arrivé? Qui a ouvert la porte? Ouais, comme c'est souvent le cas dans la vie, c'est un hasard. OK. Alors, j'avais fait des études en Europe et puis j'avais le choix entre rester en Europe ou revenir. Je suis revenu. Puis là, il fallait trouver un emploi. Parce que j'avais déjà un enfant, une femme, tout ça. Alors, j'ai répondu à une annonce, comme quoi ils cherchaient un rédacteur là, pour un magazine. Parce qu'à l'époque, le magazine des Canadiens était produit par une boîte de communication. OK. Et ce sont eux qui m'ont engagé. Alors, ils ont dit, est-ce que tu connais un peu le hockey? Oui. Et... C'était vrai? Oui, c'était vrai. OK, c'était un oui, évidemment. Ben, j'avais quand même, comme n'importe quel jeune, suivi le hockey toute ma vie. Alors, je connaissais pas mal de trucs. Grâce surtout aux fameuses cartes de hockey qu'on collectionnait. Ouais. Ça aidait beaucoup. Alors, on m'a engagé. Puis 6 mois plus tard, on me dit, je pense que t'es pas pire. Alors, on va t'engager à temps plein, mais avec les Canadiens, non plus avec la boîte de communication. Okay. Alors, je suis devenu à la fois rédacteur, puis ensuite rédacteur en chef, puis ensuite éditeur. Mais c'est juste un concours de circonstances. Est-ce que, comment dire, allons là rapidement, mais tu es passionné de hockey depuis toujours, depuis la tendre enfance? Puis chez vous, c'était comme ça ou c'était un intérêt qui t'est... C'est un intérêt personnel, comme partout. On écoutait la télé chez nous sur une belle télé noir et blanc, Philco, tout ça. Et par contre, quand je suis arrivé dans le hockey avec une équipe, là, je me suis vraiment plongé dans l'histoire, a priori Ottawa, parce que quand je suis arrivé à Ottawa, au début, il n'y avait pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il y en avait une, mais elle datait de 60 ans. Ouais. Alors, il a fallu que je me plonge un peu là-dedans. Et même système quand je suis revenu à Montréal en 2000, 9 ans avant le fameux centenaire. Le centenaire, ben oui. Alors là, je me suis vraiment plongé. Je suis devenu, apparemment, l'historien de l'équipe. C'était un titre officiel, ça? Parce que moi, je l'ai... il y a mon bon confrère Guillaume Lefrançois qui l'a utilisé. Je pense que Catherine Harvey-Pinard aussi. Référence. C'est ça. C'est le titre qu'on te donne. C'est un titre officiel ou j'ai... Non. Officiellement, j'étais... officiellement, j'étais responsable des archives et de la rédaction de communication. Ouais. Alors, par contre, tout le monde m'appelait l'historien parce que, j'en connaissais un peu, là. Alors, de cette raison-là, cette notion-là, ce titre-là est arrivé comme ça, à brûle-pourpoint, puis tout le monde l'utilise, alors je dis, pourquoi pas. Mais ça s'est forgé avec l'accumulation des connaissances. Est-ce que ça faisait partie de ton mandat ou il y avait une notion d'intérêt personnel? Non, c'est d'intérêt personnel. Je suis moi-même allé voir à l'époque Pierre Boivin. Je dis, ça a l'air loin, là, le centenaire, c'est dans 9 ans, mais c'est pas si loin que ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de carences, qu'on n'a pas d'histoire, mais des affaires qu'on ne sait pas, que personne ne sait. Ouais. Alors, je dis, voici ce que je voudrais faire. J'ai présenté un plan, notamment le guide, notamment l'achat de trucs qu'on n'avait pas. Il n'y avait pas d'archives. Il y avait des vieilles caisses et des vieilles photos qui avaient été récupérées de photographes de l'époque, dont David Beer, qu'il fallait identifier. Tout ça mis ensemble, je me suis formé un réseau, une équipe de gens, et avec laquelle on a pu acheter des trucs.
répertorier. Je pense que la plus grosse chose que j'ai faite, c'est de numériser les 6600 feuilles de pointage des matchs dans l'histoire de l'équipe. Ça, en soi, ça me permettait d'obtenir une belle connaissance de ce qui s'est passé. Tu as touché à chacune de ces feuilles? Ah oui. Ah, pour vrai? Oh, oui. Ah, oui. Oui. Et il y en avait beaucoup qui étaient à l'époque manuscrites. Alors, essayer de lire quelque chose là-dessus, c'était pas toujours évident. Et sans compter que les gens qui travaillent là-dessus, que ce soit à New York, Boston, peu importe, c'était pas toujours des experts en grammaire. Qui écrivaient les noms Béliveau avec 2 L. C'est des noms compliqués. Oui, des choses comme ça. Il faut leur pardonner. Donc, si je comprends bien, des fois, on s'étonne de ça. Tu sais, de l'extérieur, puis ça s'applique à d'autres institutions, là, j'en nommerai pas, mais je pense à une autre en particulier. On s'imagine que tout est rodé parfaitement, que c'est le bateau amiral de l'organisation. Et comme tu dis, dans le fond, il n'y avait même pas de... C'était des caisses qui traînaient dans un coin, les archives du Canadien. Et ça, il y a quoi? Il y a 15 ans? Même plus tôt que ça. Oui, 25 ans. Ouais. 25 à 30 ans. Mais moi, j'ai eu la chance, étant donné que j'ai vu les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire une organisation rodée comme les Canadiens, puis une organisation nouvelle comme Ottawa, où il n'y avait rien. Alors, tu sais, j'ai pu voir le pour et le contre. Il y avait une question aussi budgétaire, c'est-à-dire que les Canadiens ont beaucoup plus de moyens que les sénateurs. Alors, tout ça rentre en ligne de compte. Et évidemment, maintenant, de nos jours, avec Internet, tout ça, la possibilité d'avoir tous les journaux depuis le début. Parce que la grosse problématique avec les Canadiens, pour faire une histoire courte, c'est que les Canadiens ont existé avant la Ligue nationale. Ouais, et que la Ligue nationale ne l'oublie pas. Non, mais elle l'a oublié. Oui, donc, ils n'ont aucune statistique, eux, sur les années préliminaires. Donc, dans notre cas, de 1909 à 1917. Alors, il a fallu que j'aille voir chaque match qui a été disputé par le biais des journaux, les sommaires dans les journaux, La Presse, La Patrie, Le Devoir, tout ça, pour reconstituer ces 152 matchs. Et ce qui fait qu'on a deux ensembles de chiffres avec les Canadiens, c'est-à-dire NHL, ou LNH. Ça, c'est le côté européen qui rentre. Après... oui, les Montréal Canadiens, oui. C'est une équipe importante. Oui. Et versus aussi les années dans la NHA, donc ça, il n'y avait rien. Ouais. Nous, nos chiffres, on a joué 6884 matchs dans la Ligue nationale, plus 152 dans la NHA. Alors, un gars comme Georges Vézina, par exemple, qui a joué dans les deux, mais ça fait une différence. Alors, il a fallu tout égaliser ça pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, mais on est la seule équipe dans ce cas-là. Est-ce que là, j'imagine que il y a tout ça, ce travail colossal-là qui a été fait, c'est resté. Il y a encore des traces de ça dans l'organisation. Est-ce que est-ce que ça se poursuit? Est-ce qu'on continue d'entretenir ça? Les temps changent. Ouais. La Ligue nationale s'est adaptée à l'ère moderne, c'est-à-dire essayer d'économiser le papier, parce qu'on utilisait énormément de papier avant, les notes de presse et tout, ça c'est fini, ça. Maintenant, tout est en ligne. Et la même chose pour le guide de presse qui n'existe plus en tant que tel, parce qu'on trouve presque tout, pas tout, en ligne. C'est pour ça qu'on m'appelle encore. C'est ça, ouais. Parce que Guillaume, il en connaît un brin. Quand il t'appelle, c'est parce qu'il a fait le tour. Ouais. Tout à fait. Puis il arrive tout le temps des situations fortuites dans un match ou dans une saison où le gars, c'est quoi ça? Quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois? Tu sais, un gars qui compte son premier but à son premier match avec les Canadiens. Et moi, j'ai une liste de ça. Alors, si les journalistes ne l'ont pas, puis sur Internet, pas toujours évident de trouver ça. Donc, on m'appelle. Mais moi, malgré que je ne suis plus à temps plein avec les Canadiens, je demeure un consultant. Et je continue d'amasser mes statistiques et de les mettre à jour pour mon plaisir. Mais ça sert toujours. J'imagine. Mais là, pourquoi tu mets ça en ligne? Non, mais on va payer. Bien, justement. Oui, non, évidemment. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est pas... comment dire? Il n'y a pas quelqu'un chez le Canadien où... cette idée-là d'avoir des archives, c'est toi qui s'en occupe chez vous. Ben, c'est pas une priorité, d'une part, parce que ça coûte de l'argent, et non pas, ils n'ont pas de revenus avec ça. On aurait pu, d'une façon, le faire. Tout comme, je dis malheureusement, et je le pense vraiment, on avait un musée au Centre Bell pendant quelques années, de 2009 à 2015, qui était formidable pour les gens qui venaient d'ailleurs et d'ici aussi pour aller voir l'histoire de l'équipe. Ils l'ont enlevé. Oui, une question d'argent, de l'espace. Ça prend de l'achalandage, un musée, puis ça prend un entretien et des changements fréquents.
Et on n'avait pas le personnel, il n'y a personne là-bas qui était spécialiste en muséologie. Là. Donc, malheureusement, on a perdu ça parce que c'était magnifique pour les gens qui venaient faire un tour puis qui voulaient voir l'histoire des Canadiens. On avait mis beaucoup, beaucoup de trucs en collaboration avec le Temple de la renommée du hockey à Toronto. On avait beaucoup d'objets. Puis ça permettait ça. Moi, je fais encore de temps à d'autres parce que je parle allemand. Donc, je fais les visites du Centre Bell en allemand lorsqu'il y a des équipes européennes qui viennent, notamment dans le cadre du tournoi Pee-Wee. Ouais. Alors, je prends plaisir à faire ça. Alors, quand j'avais le musée, j'avais du visuel. Aujourd'hui, ben, c'est juste ma voix. Qui est pas mal, Ouais. mais on comprend que c'est pas... Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parlons-en du centenaire. Ça a été un gros chantier pour toi, mais aussi un gros moment pour l'organisation. Quand tu vas voir Pierre Boivin, rapidement, il comprend qu'effectivement, ça va prendre du temps à mettre sur pied, puis que c'est une bonne idée de commencer plutôt que tard. Pierre a été excellent, très réceptif. Il m'a dit, t'aimes ça? Tu veux le faire? On en a besoin. Vas-y. De temps en temps, il vient me dire comment ça se passe. Ouais. C'est tout. Alors, il avait confiance en moi. Mais de toute façon, il y a tellement d'anecdotes dans la vie, des fois, puis j'en compte une, je me le permets. Déjà, lorsque l'équipe voyageait dans les séries éliminatoires à l'étranger, notamment contre Boston, bon, l'administration, la haute administration voyageait avec l'équipe. Et quand c'était pas le soir d'un match, mais la veille, ils se réunissaient pour un souper dans un restaurant, puis là, ils faisaient un quiz. Et moi, j'étais le lifeline de Pierre Boivin. Appelez un ami, j'en ai un bon. Alors, inutile de dire que le soir où j'ai beau connaître bien des choses, mais c'est surtout ma force, c'est plutôt de savoir où les trouver. Alors, j'avais avec moi, peu importe où j'allais, j'avais mon guide de presse au cas, plus que ce que j'avais dans le cerveau. Alors, inévitablement, le téléphone sonnait une fois dans la soirée. Et puis là, ben, c'est son lifeline. Puis j'ai sauvé la vie une couple de fois. D'où le nom. Oui. C'est une entreprise colossale. Tout le monde, on s'en souvient, on a tous vu ça. Est-ce que tu as un moment marquant? Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant pour toi parce qu'il y a eu plusieurs célébrations, il y a eu un paquet de trucs. Je dirais probablement la plus marquante, parce qu'elle a été touchante, c'est le retrait du chandail de Bernard Geoffrion. Parce que toute la semaine, on savait qu'il était malade, il devait venir, il venait pas, il venait pas. Finalement, le matin du retrait de son chandail, il décède. Alors, en partant, c'est pas évident, mais en plus, la famille. Donc, sa femme Marlene, ses enfants sont venus au Centre Bell pour la célébration. Il y avait plus de larmes que de sourires. Là. C'était quelque chose. Alors ça, j'ai trouvé ça quelque chose parce que Geoffrion, je l'avais croisé à quelques reprises, puis il était drôle, ayant perdu une partie de son français, la manière qu'il s'exprimait, les sweaters, puis mon gilet, puis des choses comme ça. Alors, c'est un personnage... C'était déjà quelqu'un de coloré de ce qu'on a compris. Ouais. Tu sais, ça me fait penser, c'est une bonne personne pour entendre l'opinion là-dessus. Est-ce qu'il y en a trop des chandails retirés? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Comment on mesure ça? Est-ce que ça se compare, la carrière de Sakou Koivu? Est-ce que ça se compare à celle de Bernard Geoffrion? La pire chose qu'on peut faire dans le sport professionnel, c'est de comparer des époques. Tu sais, on a beau dire, je vais te donner un exemple, George Ainsworth, que personne ici connaît. Le meneur chez les gardiens pour les blanchissages dans l'histoire? Non, chez les Canadiens. Chez le Canadien, OK. Ouais. Dans l'histoire, ce qui n'est pas rien. Non, 85 ou 90. Puis avant lui, il y a juste Sarchuk puis Brodeur. Alors, sauf que dans son temps, lui, les lancers, les passes avant, il n'y avait pas de passes avant. Ça vient de faciliter un peu la chose. Alors, les règlements ont une influence très importante sur les performances des joueurs. Des gardiens de but notamment, mais des joueurs aussi. Et dans le temps, il n'y avait pas deux passes. Là. Les années entre 1909 1910 à 1917, il y avait une passe. Alors, tout ça mis ensemble. C'est non négligeable, disons non ça négligeable. comme ça. Même s'il jouait juste 12 à 20 matchs par année, ce qui n'est pas beaucoup. Toujours est-il que c'est difficile. Oui, on a eu une concertation sur les gars qui étaient admissibles, probablement, auxquels on devait penser. Bon, basé sur plusieurs critères, les points, capitaine, les trophées, tout ça. Tu sais, pas encore d'un joueur comme Émile Bouchard, il est un défenseur défensif. À son époque, les trophées, il n'avait pas des tonnes. Alors, il n'était pas vraiment admissible à gagner un trophée, mais il a été capitaine. Ouais. Puis, il y a une grosse influence. Avec ça, c'est pas palpable. C'est pas des chiffres. Ça parle pas. Alors, il a fallu une concertation avec tout le monde, à la haute administration. Moi, mon travail consistait simplement à mettre les choses... en fait, il y avait un paquet de noms de joueurs qui sont encore sur la liste. Éventuellement, peut-être, les Canadiens vont le faire. Mais ça, chaque équipe est différente, chaque marché est différent. Est-ce que Ed Giacomin, s'il avait joué à Montréal, son chandail serait retiré? Non, mais il l'est à New York. Une chose comme ça. Absolument, oui.
On imagine qu'il va en avoir à Vegas bientôt. Ils ne seraient pas qualifiés ici. Mais si je comprends Mais il y en a bien... déjà un à Vegas, par contre. Oui, hein, c'est pour ça que j'ai cet exemple-là en tête. C'est qui, donc? Ils ont retiré le chandail, je pense que c'est 59, pour le nombre de victimes qu'il y avait eu. La fusillade à Vegas il y a quelques années. Ben ça se qualifie pour... Ça se qualifierait partout. Quelle histoire. J'allais dire, si je comprends bien, donc, parce qu'on entend souvent, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley. Ça, va falloir enlever ça comme critère. Ben, écoute, parce qu'ils en gagneront peut-être plus. Ils en gagneront peut-être plus. Ah, mais tu regardes un gars comme Carey Price, qui est le meneur dans toutes les catégories de gardien de but dans l'histoire de l'équipe. Alors, c'est déjà pas mal. Mais malheureusement pour lui, il y a 2 médailles d'or, mais il n'y a pas de Coupe Stanley. Est-ce que c'est un critère qui est obligé? S'il n'est pas au Temple de la renommée, il ne le sera pas. T'sais. Moi, les exemples, des fois, dans la vie, tu regardes Claude Provost. Claude Provost, c'est le seul gars qui a gagné 9 Coupes Stanley dans l'histoire qui n'est pas au Temple de la renommée. Alors, deux poids, deux mesures. Et à l'inverse, il y a il y en a peu, là, parce que c'est encore un critère, mais il y a des gars qui ont été des grandes vedettes, là, mais qui n'ont pas nécessairement de championnat et qui y sont. Si on... je commence à... Quand tu t'es assis, je t'ai accueilli en disant « on se connaît pas ». Là, ça fait comme 20 minutes qu'on jase, je te connais un peu mieux. Est-ce que je devine qu'il y a les anomalies de l'histoire ou il y a les petits trucs qui dépassent? C'est le genre d'affaires qui t'intéresse surtout? Oui, il y a toujours eu des anomalies. Il faut réussir à les prouver. Ouais. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que dans le passé, on semblait accorder peu d'importance à certaines choses. Je suis même allé jusqu'à étudier les chandails de chaque année, à savoir si le col avait changé. C'est-tu des lacets? C'est-tu des œillets? Combien d'œillets? C'est-tu un col en V? Est-ce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, les noms sur les chandails, les numéros sur les manches, en haut de la barre, en bas de la barre, tout ça? Ça paraît pas, mais il y a eu beaucoup de changements. Par contre, le logo comme tel, à partir de 1916, il a pu changer. Ça a tout le temps été comme ça, sauf qu'il y a des années où il était drôlement fait, le C. C'est vrai. Au point où on se demandait si c'était pas la femme du soigneur qui avait cousu ça, mais elle avait pris un verre de vin avant, on ne sait pas. Le C était très bizarre. Ouais. Donc, ça pour dire que oui, il y a des trucs qu'il a fallu essayer de trouver des réponses. Ça n'a pas été toujours facile. Et il y a encore quelques points en suspens. Notamment, on me demandait il n'y a pas longtemps la couleur de la culotte des joueurs de hockey en 1909-10. Ben, je regrette, mais on n'a pas de visuel de ça. On a une seule photo de 1909-10. C'est gris. C'est gris, la réponse. C'est une mosaïque. Okay. Donc, on voit juste le buste. En plus, OK, on voit même pas le... Non. Non. Alors, il faut aller dans les journaux, voir s'il n'y a pas une description, mais à l'époque, les journalistes, on dirait que ça n'intéressait pas personne. Dire, nous avons remarqué qu'un tel a des lacets jaunes. Non. Non, je pense que... Moi, j'ai rarement mis... J'avais mis dans un de mes textes une fois, mais ça n'a pas passé au pupitre. Est-ce qu'il y a un truc que tu as découvert quand dans toutes ces recherches-là... qui t'a, je sais pas, jeté par terre ou qui a eu une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative? Ah, écoute, encore, comme je disais, des zones grises où on n'a pas réussi à élucider certaines choses. Notamment dans le cas des bagues de la Coupe Stanley. D'ailleurs, j'ai une anecdote que je qualifie d'intéressante. C'est qu'un journaliste de Boston, un jour, m'appelle, il dit, on fait un reportage sur les bagues de la Coupe Stanley, tout ça. Il dit, on n'a pas de visuel de la bague de 71. Es-tu capable de m'en envoyer? Avez-vous une photo de la bague de 71? J'ai dit, oui, je t'envoie ça. Évidemment, il faut savoir qu'en 1971, l'administration avait décidé de remplacer la fameuse bague par un téléviseur couleur Philco. C'était tout nouveau à l'époque et on avait pensé que ça ferait plaisir aux joueurs. Comme ils avaient gagné plusieurs coupes, il y avait des bagues. Alors, j'envoie on n'a plus de doigts pour les bagues. ça prend autre chose. Alors, j'envoie la photo du téléviseur Philco au gars à Boston. Il me rappelle, qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Ben, c'est la bague de 71. Ça avait été drôle. C'est très drôle. Et d'ailleurs, apparemment que Jean Béliveau vendait sa télévision quand il a fait ses ventes aux enchères. Non, mais j'en ris, mais ça m'intéresserait. Moi, c'est le genre de mémorabilia qui m'intéresserait. Il y en a plein d'autres à part ça sur les bagues, je veux dire. Ah oui, bien, on est preneur. Oui. Ah oui, d'accord. Écoute, sans les qualifier de radins, les Maple Leafs avaient une façon bien particulière de célébrer les gagnants de la Coupe Stanley. Alors, en 62, 63, 64, ils ont gagné la Coupe.
Et la première année, tous les joueurs qui étaient là ont reçu une bague. Formidable. Les joueurs qui étaient là la deuxième année, de suite, ils ont gagné. Eh bien, les nouveaux, ceux qui n'étaient pas là l'année d'avant, ils ont reçu une bague. Mais les autres, ils ont rajouté une pierre. Et ainsi de suite pour l'année suivante, la 64. Si tu n'avais pas été là avant, tu avais une nouvelle bague, mais si tu avais été là, tu rajoutais juste une pierre. Non, mais c'était avant-gardiste, c'est la simplicité volontaire. On essaie d'éviter le gaspillage. Puis de l'argent, ils en ont sauvé depuis, cela dit. Alors, la radinerie, la radinerie a été payante. J'aimerais ça qu'on parle de... Tu as 2 livres à ton actif. Tantôt, je disais, j'ai l'impression que tu aimes ça, les choses un peu particulières. Il y en a un qui chronique, ces 3 derniers, tu me corrigeras si je me trompe, qui chronique cette année 2021 qui a été complètement... Puis nous, elle nous a... ça a été une de nos saisons, évidemment, les plus rocambolesques au balado. Mais ton livre précédent s'intéressait aux joueurs qui ont joué seulement un ou très peu de matchs, seulement un match dans l'uniforme du Canadien. Et quoi, il y en a combien des joueurs du Canadien dans toute l'histoire? Il y en a Au moment de publier le livre, il y a 2 ans, il y en avait 57. On est rendu à 59. Ça, c'est des joueurs qui ont joué juste un match. Mais sur le lot total de joueurs qui ont déjà joué un ou plusieurs matchs... au moment où on se parle aujourd'hui, il y a 973 joueurs qui ont porté l'uniforme des Canadiens. Alors, enlevons-en 59. Mais d'où est venue cette idée-là? C'est une idée super intéressante, mais c'est pas le flash que tout le monde aurait, disons. Non. Je prends pas de crédit parce que c'est tous des trucs que j'ai emmagasinés pendant les 20 quelques années que j'étais là-bas. Alors, oui, j'ai les pensées souvent, comme j'ai 2 autres livres qui s'en viennent, qui ont rapport à tout ce que j'ai pu apprendre, connaître. Mais je trouvais ça le fun. Il y avait un côté intéressant que les gens voulaient savoir c'est qui. Mais le côté négatif, si on veut, c'était « j'en connais pas un ». Par contre, moi, mon raisonnement, c'est, écoute, on a tellement lu sur Maurice Richard, sur Jean Béliveau, sur Guy Lafleur, peux-tu lire d'autres choses? Et justement, en arrivant avec ces gars-là, méconnus, il y en a quelques-uns, par exemple, qui ont eu des belles carrières ailleurs. Non, mais j'essaie d'en nommer un. Chico a joué... Est-ce qu'il a joué plus qu'un match? Parce que je me rappelle de Enrico Ciccone. C'est notre ami. C'est pour ça que je fais du name-dropping. Non, mais je me rappelle qu'il racontait qu'il s'était fait un peu... il est venu, il a joué pour le Canadien en fin de carrière, puis c'était Gilles Lupien, son agent. Ouais. Puis je l'ai déjà entendu, Enrico, raconter qu'il n'était pas sûr, puis Gilles Lupien lui avait dit « Écoute, mon vieux, tu joues un match dans l'uniforme du Canadien, puis tu vas être un Canadien jusqu'à la fin de tes jours. » Fait que c'est peut-être d'où le mauvais raisonnement que je fais. Là. Mais il en a joué plus qu'un. Bon, c'est qui le plus connu de ceux qui en ont joué juste un? Marc Denis. Je sais pas. Ouais, OK. J'étais dans les... Marc Denis, Olivier Michaud, à la rigueur. Oui, un autre gardien de but. Oui, il y en a plusieurs, en fait, des gardiens de but. Parce que dans le temps, ça c'est le fun, parce que ça vient expliquer un peu la progression du hockey. Dans les années 60, en fait 50, il n'y avait pas d'auxiliaire. Il n'y avait pas de substitut. Par contre, il y avait tout le temps un gardien d'office dans les gradins. Qui était appelé à remplacer un ou l'autre. Si un gardien de l'autre équipe se blessait, il allait le remplacer pareil. Alors, c'est comme ça qu'un Claude Cyr, puis un Jean-Guy Morissette, puis un André Binette se sont retrouvés à jouer un match avec les Canadiens. L'autre, il assistait au match, il était payé 100$, puis s'il avait besoin de lui, tant mieux. S'il n'avait pas besoin de lui, ça il était payé même s'il ne jouait pas? Oh, ben oui. Il n'était pas payé plus s'il jouait? Non. C'est intéressant comme contrat. Et tu en as rencontré plusieurs? Bien, ceux que je pouvais, qui n'étaient pas trop loin, j'avais déjà pas mal tout sur eux. La grande majorité était déjà décédée. Là. On parle des Morissette, Binette, etc., Callings et compagnie. Les autres, j'ai parlé à Olivier Michaud, j'ai parlé à Marc Denis, bien sûr, qui a d'ailleurs été assez gentil pour signer la préface. Alors, ceux que je pouvais, à qui je pouvais jaser pour avoir un peu de feedback, si on veut, ou d'informations privilégiées, je l'ai fait. Puis est-ce qu'il y a un dénominateur commun, la fierté ou enfin... Bien, tout à l'heure, tu parlais des gars que la fierté, en parlant de Ciccone, si son agent jouait un match, bien, il y en a un, Jean-Guy Morissette, de Copascal, près du Nouveau-Brunswick. Ouais. Et lui, il a joué un match. Il était tellement fier. À son décès, là, à la Régent Hall me le comptait parce qu'il était allé au salon funéraire. C'est comme s'il avait joué 1000 matchs avec les Canadiens. Il y avait des fleurs, des logos, des chandails, partout. Et puis, nous, avec les anciens Canadiens, ce qu'on fait, c'est que si un joueur désire avoir des cartes de hockey pour signer pour les personnes qu'il rencontre au centre commercial, peu importe, on leur fait faire des cartes. Alors, lui, il a joué un match
normalement. Il y avait plus de cartes que de matchs. Lui, il voulait avoir des cartes. On lui faisait des cartes. Il est passé assez vite, merci. Chaque année, il demandait 500 cartes. Puis, pour moi, il se tient dans un CHSLD quelque part, puis il signe ça, je ne le sais pas, là. Écoute, moi, j'ai plusieurs raisons d'avoir rêvé de jouer un match pour le Canadien ou dans la Ligue nationale, mais ça vient d'en ajouter une autre. La possibilité de signer des cartes jusqu'à la fin de mes jours. C'est intéressant. Je parlais de ton autre livre qui s'intitule 2021, chronique d'une année complètement folle. Ça, le sujet s'est imposé de lui-même. Oui, puis non. OK. À l'origine, ce livre-là devait s'appeler « Enfin la 25e ». OK. Parce qu'on progressait, la première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Finalement, on atteint la finale. Chut, on peut gagner. Alors, j'avais tout préparé mes trucs. Là-dedans, il y a l'information quotidienne sur la COVID, les résultats des matchs, ce qui s'est passé. Mais là, lorsqu'on a perdu, le livre est tombé à l'eau. Ah, ben. Alors, j'ai dit, c'est dans ça arrive, c'est dommage. Ben, c'est ça, ouais. Là, il est arrivé une série d'événements qui se succédaient les uns aux autres, que ce soit la maladie de Carey Price, que ce soit Jonathan Drouin, que ce soit les territoires non cédés, que ce soit ci, ça. Là, ça en faisait beaucoup. Et puis après ça, il y a eu, au niveau hockey, plusieurs départs. C'est ça, c'est l'année des départs de Bergevin, de Dominique Ducharme. C'est ça, quand on prend l'année de janvier à décembre, puis on se faisait la réflexion pendant qu'on le vivait, il n'y a pas un mois où il ne s'est pas passé quelque chose pas juste quelque chose, là, quelque chose de bizarre. Même l'été, parce qu'évidemment, en raison du contexte où on a joué l'été, ce qui n'était pas arrivé avant. Alors là, tu prends l'année civile qui touche 2 saisons de hockey, ça faisait un scénario que j'aurais même pas été capable de rêver. C'est bien mieux qu'une 25e coupe. Je sais pas. Peut-être pas. J'allais dire... c'est une question un peu niaiseuse, mais... Là, cette année-là, étais-tu encore à l'emploi du Canadien? L'as-tu vécu de l'intérieur? Non. J'étais à l'extérieur, j'étais quand même consultant, j'aidais encore, puis je me suis pas gêné. Je suis allé voir Jeff Molson, premièrement. Pour le cas du premier livre, j'ai demandé si j'ai la permission d'utiliser le logo du Canadien dessus. Puis pour le deuxième, j'ai avisé, j'écrivais un livre, mais j'ai dit, moi, je ne mets pas d'opinion là-dedans. Là. J'ai dit, moi, je relate les faits. Que ce soit le tweet de Justin Trudeau ou de Legault, pour dire, pour Mailloux, peu importe. J'ai ramassé tout ça. Alors, j'étais un ramasseur. Et j'ai mis ça ensemble. Mais j'ai pas mis d'opinion, dire, ils auraient dû faire ça, ils ont fait ça. Non, ça, c'est pas mon rôle. Mais tu avais des opinions. Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que j'allais te demander, c'est comment de vivre ces moments-là? Parce qu'il y en a eu d'autres. Tu étais là quand il y a eu certaines poussées en série, ou enfin, certains moments là, sportifs. C'était pas la finale de la Coupe Stanley, mais est-ce que ça se vit différemment de l'intérieur? On apprend avec des années que sur la passerelle de presse, on n'est pas là, puis même les journalistes, c'est pareil. Tu peux pas te lever, même s'il y en a qui ont... La partisanerie, il y en a. On peut pas se lever et taper des mains. Là, ça marche pas. On reste calme, on fait semblant que c'est correct. Il n'y a rien là. Dans l'intérieur, à l'intérieur, on est heureux, on est content. Ça, yes. Mais on montre rien. Alors, il y a eu, oui, plusieurs moments comme ça. On se rappelle de 2010, c'est la poussée, là, c'est incroyable. Puis l'atmosphère, hein, ce que ça génère dans une ville, là, ça n'a pas de bon sens. Et c'est pareil à l'intérieur. Les gens, le lendemain matin, les gens au bureau, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et puis, all the way, ça sent la coupe. C'est ça, c'est pas différent. Non, pas du tout. C'est pas différent de cette espèce de maladie, de folie furieuse qui s'empare. C'est probablement pire. Mais j'espère. On souhaite pas que ce soit autrement. Et tu as un livre qui est en préparation, un autre livre qui est en préparation. Oui. J'ai changé un peu la formule. Là. J'ai sorti un peu du monde des Canadiens pour agrandir mes horizons, élargir mes horizons à la grandeur de la Ligue. OK. Alors, c'est un livre qui s'appelle... je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas... Ah oui, absolument. Ça s'appelle Drôle de numéro. Oui. Et ça traite justement des raisons derrière lesquelles les joueurs ont choisi tel ou tel ou tel numéro ou pas choisi tel ou tel numéro. Alors, les secrets, là... Mais moi, quand un joueur est échangé ou signe, tout le monde veut savoir quel numéro il va porter. C'est quelque chose qui frappe... Puis, je sais pas si tu as fait du sport un peu quand tu étais plus jeune, mais moi, on recevait notre uniforme. Quel numéro on va avoir? Est-ce qu'on peut choisir notre numéro? C'est quelque chose d'omniprésent. C'est le fun parce qu'on voit encore là la progression du hockey. Dans le temps, il y avait juste ces équipes. Les gars avaient peur de perdre leur travail, leur job, de se faire envoyer des mineurs. Alors, on leur a donné le numéro moins 8, puis ils l'auraient mis, là. C'est ça. Ça a beaucoup changé. Beaucoup de joueurs m'ont dit, moi, ça, c'était là, puis ils m'ont dit, prends ça, je l'ai pris. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont parlé de Lou Lamoriello?
Oui, Martin Brodeur. Pas de poil, pas de poil. Non, non. Toi, tu pourrais pas jouer pour Louis Non, Morello. non. Ben, il y a la barbe, mais il y a bien d'autres raisons. Mais la barbe est là. Donc, c'est ça. C'est vrai. Enfin, je sais que c'est documenté, là, mais lui, Martin l'a vécu de l'intérieur. Ben, moi, je l'ai vécu à Ottawa avec Pierre Ah Gauthier. Ah oui? Un autre joyeux. Oui. C'est devenu pas un ami, mais on se fréquentait, on se voyait, on parlait de n'importe quoi sauf de hockey. Parce que Pierre Gauthier, c'est un gars qui était très brillant. Une culture très, très généralisée. Il s'intéressait à plein d'autres affaires. Oui, tout à fait. On parlait beaucoup de ça et non pas de hockey. Cela dit, quand il est arrivé à Ottawa, lui, il dit, moi, les hauts numéros, j'en veux pas. Alors, l'ami Radek Bank, avec son 74, il est devenu 14. Puis l'ami Daigle, avec son 91, il est devenu 9. Puis l'autre, puis ci, puis ça. Alors, tous les numéros ont changé, puis c'est plus personne en haut de 30. Puis est-ce qu'il y a une... Pourquoi? Il faut leur demander. T'as pas réussi à percer ce mystère-là? Non, mais tu sais, avec Pierre, il fallait tout le temps être sur ses gardes. Tu sais, je me rappelle, par exemple, de l'orthographe à Montréal de notre amie Émeline. Oui. Alors, l'alphabet cyrillique, quand on le transpose en phonétique et en alphabet conventionnel, il faut mettre un Y. Oui. Parce qu'on le prononce Yéméline. Oui. Fait que j'ai dit à Pierre, écoute, au niveau international, ils mettent un Y. Il dit pas nous autres. C'est vrai. Comment pas nous autres? Je dis non, Pierre, je peux pas faire ça. J'ai dit, c'est son nom. C'est le yé. C'est le son en l'alphabet cyrillique. Je dis non. J'ai dit OK. J'ai dit, c'est sûr, là. Il dit oui. OK. Fait que ça a été Émeline, mais qu'on prononçait Yéméline. Tout à fait. Tu me fais penser que c'est ça dans les matchs internationaux. Mais en même temps. Puis il y avait donc pas d'explication. Puis Alexei, lui, ça le dérangeait pas. Moi, je suis un peu je suis un peu sensible. Tu sais, comme c'est mon nom. Est-ce que je peux décider comment je vais écrire mon nom? Non, il n'y a jamais rien dit à ce niveau-là. Okay. Non, mais tu sais, quand j'étais à Ottawa, il y a des journalistes qui écrivaient Alexei Yachin avec un I très mort. Moi, je me rappelle. Puis Yachine. Oui. Okay? Encore là, c'est la transposition de l'alphabet cyrillique. C'était pas faux, sauf qu'Alexis Yachin, il s'en foutait. C'est pas grave pour lui. Non, mais j'ai vécu la poussée, si on veut, où les équipes ont finalement commencé à mettre les accents. Que ce soit des trémas ou même une barre pour les Danois, etc. Et les accents aigus, évidemment, la Perrière et compagnie, sur les chandails. Avant, ils ne faisaient pas ça. Mais en Europe, ils ne comprennent pas ça parce que les Français, sur les majuscules, ils ne mettent pas d'accent. Comme on sait que les chandails en Amérique, c'est tout en majuscules, on n'aurait pas besoin de mettre les accents. Bon, là, si on commence, c'est une boîte de Pandore. Oui. Une anecdote de numéro, juste pour nous donner le goût, pour nous attiser. Une anecdote de numéro. Écoute, vraiment, je vais vous dire que le gars, je fais des concours, des quiz un peu des fois. C'est donnez-moi le seul gars qui a porté le même numéro avec 9 équipes. C'est une bonne, ça. Je vais dire Glenn Metropolitan. Non, c'est pas, t'es proche. C'est non, c'est Jaromir Jagr. Ah, ben oui. Que jamais personne n'a osé porter son 68. Ouais. Et il s'est promené partout. Non, l'anecdote intéressante que j'ai découvert au fil des recherches, c'était peut-être dans le cas de... Il y en a tellement. Mais Ovechkin, c'est intéressant parce que pourquoi 8? C'est pas parce qu'il est allé à un pâté de 8, là, c'est pas ça. C'est parce que sa mère jouait au basket avec l'équipe de l'Union soviétique à l'époque. Et je pense, je ne me trompe pas, 176 qu'elle a joué à Montréal. Et elle portait le numéro 8. De là, l'intérêt pour Ovechkin de prendre le 8. C'est très, très... Et je peux te garantir qu'ils vont le retirer aussi. Oui, ça, oui. Puis ça va être. Moi, je peux ajouter que ça va être légitime. ça aurait probablement marché ça aurait marché assurément tout à fait. à Montréal. Non, c'est intéressant. Puis surtout que les jeunes ont tendance justement à choisir des chiffres, je ne sais pas pourquoi, mais des hauts numéros, comme tu les appelais. Tous les numéros de 00 et incluant 0 à 99 ont été portés. Le dernier joueur a porté un numéro qui n'avait pas encore été porté dans la Ligue nationale. C'est un local. C'est Guillaume Latendresse. Quand il a pris le 84, il prenait le chandail qui n'avait encore jamais été porté. Un numéro qui n'avait jamais été porté dans l'ensemble de la Ligue. Oui. C'est le fait d'armes de M. Latendresse. Est-ce que ça lui vaudra de voir son chandail être retiré? Je ne suis pas sûr. Bon, alors, ces 3 livres-là dont on vient de parler, le plus ancien, Glorieux d'un soir, publié aux éditions Hugo Sport, c'est le cas des 3 d'ailleurs. Celui du milieu,
2021, chronique d'une année complètement folle. Et celui dont on vient de parler apparaître au mois d'octobre. Drôle de numéro, toujours chez Hugo Sport, si jamais les gens veulent les retrouver. Je pense que oui. Je pense qu'enfin, ça pique assurément. Ça titille. Ça titille. Écoute, on essaie de faire une trilogie, là. Oui, bien, ça regarde bien. Oh, ouais. Ça regarde bien. Carl Lavigne, l'historien du Canadien, l'historien du hockey. C'est un titre officieux, mais on comprend que tes crédits, t'as accumulé tous tes crédits. Ouais. Merci infiniment pour ces quelques minutes. C'était vraiment super intéressant. Puis bonne chance dans toutes tes entreprises. Merci d'avoir accueilli. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.